Et avec nous pour ce club, comme tous les vendredis, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et évidemment, Benjamin Morel. Bonjour Benjamin. Merci également d'être avec nous. On va parler immigration dans quelques instants. C'est l'un des faits politiques de la semaine. Michel Barnier est aujourd'hui à la frontière franco-italienne et une nouvelle loi immigration a été annoncée par le Parlement alors que les 27 à Bruxelles durcissent également leur politique migratoire. On va parler de tout ça. Quentin, le retour de Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. On va parler de l'aide médicale d'État aussi avec vous. C'est cela, on voit que toute cette réforme sur l'immigration et aussi la question de l'AME, effectivement, ça vient tendre les relations entre cette coalition, au sein de cette coalition autour de Michel Barnier. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions consacrée évidemment aux inondations qui touchent le pays. Et on va aller dans quelques instants rejoindre Guilhem Ricavy qui est à Saint-Laurent-du-Var. Merci Guilhem d'être avec nous. On vous retrouve dans quelques instants sous la pluie évidemment puisque les Alpes-Maritimes sont également touchées. Mais d'abord on va voir que ces pluies exceptionnelles, elles se sont abattues sur le centre et le sud-est du pays. La vigilance rouge est levée mais de nombreux départements restent en alerte. On voit ça avec Samia Dechier. La montée des eaux a été très rapide. En Ardèche, il est tombé jusqu'à 700 mm de pluie hier. Entourée par 2 rivières, la ville d'Annonay a été inondée en à peine 1 heure. C'était très impressionnant. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. Les anciens, on en a pas mal dans l'immeuble, n'ont jamais vu ça non plus. Jamais. Voilà, ça y est, il pleut. Plusieurs personnes ont dû être évacuées par hélicoptère. La force du courant a piégé certains habitants dans leur propre maison. Le problème du boulanger, c'est qu'il est resté chez lui et il ne pouvait plus sortir avec la pression de l'eau. Donc les pompiers, les gendarmes ont cassé la vitre. Les établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui, tout comme le long du Rhône et du Gier. À Givors, au sud de Lyon, plusieurs centaines d'habitants ont été évacués. L'autoroute et les liaisons ferroviaires entre Lyon et Saint-Étienne ont été coupées. J'ai été très surpris. Même là, je suis encore... J'arrive pas à croire ce que je vois encore. Ça rend vraiment triste de voir Givors dans un état comme ça. Même scénario ailleurs dans la Loire, comme ici à Bourg-Argental, mais aussi en Haute-Loire, où des vaches ont été emportées par le courant à Chambon-sur-Lignon. Ces pluies exceptionnelles ont touché tout le centre-est et le sud-est de la France. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a lié ces épisodes au dérèglement climatique. Elle est attendue aujourd'hui en Ardèche et dans la Loire. Et on retourne tout de suite à Saint-Laurent-du-Var. Merci Guilhem Ricavy, merci beaucoup d'être avec nous sous la pluie encore, on le voit. Guilhem, vous nous faites un petit point du coup sur la situation dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Oui, effectivement, Oriane, ici Saint-Laurent-du-Var. Alors, c'est une curiosité géographique puisque la commune, à côté du fleuve le Var, se trouve bien dans les Alpes-Maritimes, juste à côté d'ailleurs de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et vous le voyez, effectivement, il a beaucoup plu cette nuit dans le département, sans toutefois provoquer de drame particulier. Les gens s'étaient préparés. L'alerte rouge pluie-inondation avait été lancée. Et depuis 6 heures, on a basculé en vigilance orange. Donc, beaucoup de prudence aujourd'hui, sans doute encore beaucoup d'eau qui va tomber jusqu'à midi, des cours d'eau également très chargés, mais pour le moment la situation semble sous contrôle dans les Alpes-Maritimes. Guilhem, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce qui se passe, de l'état d'esprit des habitants sur place, avec des épisodes à répétition dans les Alpes-Maritimes en plus? Oui, alors c'est vrai que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou dans l'Est du Var, on commence à s'habituer à ces épisodes. La semaine dernière, ça avait déjà été le cas. 15 jours plus tôt, ça avait aussi été le cas. Et donc, il y a une forme d'inquiétude ici. Les gens ont bien conscience qu'il y a une évolution de la météo et donc sans doute aussi du climat, puisqu'il n'y avait pas eu d'épisode aussi important dans une région où pourtant on est très habitué à ces épisodes méditerranéens où les chutes d'eau ici sont très fréquentes. Mais on constate effectivement une densification, une intensification de ces phénomènes. C'est ce que l'on décrit d'ailleurs dans les colonnes de Nice Matin et de Var Matin aujourd'hui. Les phénomènes se multiplient, s'amplifient et il faudra sans doute apprendre à vivre avec dans les prochaines années, les prochaines décennies.
Un grand merci Guilhem, merci beaucoup d'avoir été avec nous sous la pluie. On va vous laisser évidemment vous mettre à l'abri. On suivra la situation dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var et on regarde vos unes sous la menace des eaux. C'est à la une de Nice Matin et dans Var Matin, intempéries. Le sud est surveillé. Merci infiniment Guilhem Rickavi d'avoir été avec nous. Un mot peut-être sur ces épisodes à répétition, on le voit évidemment Arnaud, ces épisodes qui se répètent et peut-être, alors on n'a pas entendu des réactions politiques tant que ça. On entend Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, mais pour le moment il n'y a pas d'autres signaux qui sont envoyés par le gouvernement. Oui, alors peut-être c'est une des marques de la communication de ce gouvernement, c'est de ne pas en faire trop. En tout cas, c'est la marque au moins du Premier ministre, de Michel Barnier. Et on laisse pour le coup la ministre qui est en charge de ce dossier s'exprimer, en l'occurrence. Donc finalement, rien de trop surprenant dans cette communication qui peut apparaître comme une communication à minima. Mais je crois que, en effet, c'est vraisemblablement la volonté de la part du Premier ministre de ne pas, je veux dire, en rajouter, même si ce sont des événements qui sont des événements particulièrement pénibles. Benjamin. Oui, non, je suis assez d'accord. Souvenez-vous des premiers pas de Gabriel Attal. À l'époque, on a des inondations dans le Nord et tout de suite, il est même son pas premier encore... déplacement, oui. Exactement. Sa nomination. Il a même pas encore de directeur de cabinet. Je crois il est déjà sur le terrain pour exister, pour montrer que, eh bien, il agit réellement sur les choses, etc. Là, on a une communication beaucoup plus en retrait. Il s'agit de montrer qu'au contraire, l'État et le Premier ministre sont droits dans leurs bottes et sont un pôle de stabilité. C'est pas non plus le même moment politique. Et donc, ce faisant, ça explique l'écart en termes de com. Et puis, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux politiques pour le gouvernement dans le moment. Avec un budget, oui. Oui, par exemple, avec un budget. Et avec un budget, et avec la question de l'immigration aussi, puisque c'est un sujet aujourd'hui. Michel Barnier se rend à la frontière franco-italienne, justement, dans les Alpes-Maritimes, pour exposer sa vision de l'immigration. Et Quentin, ça fait partie des faits marquants de l'actualité politique de cette semaine, l'annonce d'un nouveau projet de loi immigration qui vient tendre un peu plus les relations au sein de la majorité de la droite et du centre. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le journal Le Monde relève que le précédent texte a été promulgué il y a moins d'un an. C'était le 26 janvier dernier. Et d'ailleurs que certains des décrets d'application du précédent texte n'ont toujours pas été pris. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a expliqué dimanche que le nouveau texte immigration était nécessaire, notamment pour augmenter la durée maximale pour garder en rétention les étrangers visés par des mesures d'expulsion. La mort de la jeune Philippine avait pointé les failles, on s'en souvient, de ces questions des délais dans les centres de rétention. Alors pourquoi les macronistes sont réticents ? Eh bien, souvenez-vous, l'hiver dernier, pour faire voter son texte, le gouvernement Borne avait accepté d'inclure des mesures venues de la droite sénatoriale très dures en matière d'immigration. On va les rappeler, le retour du délit de séjour irrégulier, aussi les quotas migratoires annuels, le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, ou encore ce resserrement des critères du regroupement familial. Les députés macronistes avaient accepté de voter ces mesures, mais tout en les dénonçant. D'ailleurs, ces mesures, finalement, 35 d'entre elles avaient été partiellement ou complètement censurées par le Conseil constitutionnel pour le plus grand soulagement de ces macronistes. Mais de l'autre côté, la droite ne cachait pas son agacement depuis janvier dernier. Écoutez à notre micro Roger Carucci, c'était mercredi au micro d'Alex Poussard. Retailleau l'a clairement dit, on va voir ce qu'on peut faire sur la réduction du regroupement familial et sur un certain nombre de sujets. Je ne dis pas qu'on n'en a pas tous un peu assez. C'est le 10e ou 12e texte sur l'immigration en 15 ou 20 ans. C'est vrai qu'on a le sentiment de chaque fois refaire. Mais il faut rester très dans la ligne de ce que nous avons voté au Sénat. Et donc nous allons le refaire. Et cette fois-ci, j'espère que ça passera au Conseil constitutionnel. On voit deux lignes politiques difficiles à concilier au sein de l'alliance de la droite et du centre. C'est ça, en fait. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est sur tous les fronts. Il multiplie les initiatives politiques avec une ligne politique très à droite. Autre exemple, avec la réforme de l'aide médicale d'État, le dispositif qui permet à des personnes en situation irrégulière d'être soignées en France. Bruno Retailleau a annoncé fin septembre vouloir la réformer. Un sujet explosif, comme le dit cet article. Pour l'heure, il n'a pas gagné l'arbitrage politique.
puisque le budget de l'AME a bien été gelé, mais sans toucher à ses contours. Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé, l'a redit cette semaine, il n'est pas question qu'il y ait un sujet AME dans le prochain texte sur l'immigration. C'est ce que souhaitaient les groupes En Marche, enfin Ensemble pour la République et le Modem, qui donc pour l'instant ont gagné cet arbitrage politique. Oui, on va peut-être commencer par ça. Est-ce que du coup cette question de l'immigration elle réactive une sorte de clivage droite-gauche au sein même de la Macronie, Arnaud ? Oui, enfin, la Macronie qui est aujourd'hui une Macronie alliée à LR, il faut le rappeler. Alors, on avait déjà, il faut se souvenir, des clivages au sein même de la Macronie lors des 7 années précédentes. Mais là, en l'occurrence, avec LR, les clivages sont encore plus forts. Parce que, comme vous l'avez très justement rappelé dans votre reportage, il faut se souvenir que la dernière loi sur l'immigration avait été considérablement durcie par M. Retailleau lui-même, qui présidait le groupe LR au Sénat. Donc, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui est encore plus importante qu'elle ne l'était il y a quelques mois ou il y a quelques années. Bon, la vérité, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients pour Michel Barnier sur cette affaire. Le gros avantage qui est le sien, c'est qu'il a vraisemblablement, sur cette question migratoire, sur cet enjeu migratoire, le soutien d'une grande majorité de l'opinion publique. Tous les sondages le montrent, 70, 75, voire parfois 80% de nos compatriotes sont favorables à un durcissement des mesures en matière de politique migratoire. Ça, c'est bien évidemment sur cet aspect-là qu'il va s'appuyer. Après, les inconvénients, ils sont liés en effet à la structuration même de son alliance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, après, alors là, je laisserai plutôt le constitutionnaliste s'exprimer, mais aujourd'hui, au regard de l'état du droit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à ce qui a été fait lors de la dernière loi ? Et comme l'a rappelé d'ailleurs Roger Carucci implicitement, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que près de 35 dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Alors pour des raisons différentes, parfois pour des raisons de cavalier législatif, etc., etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a, disons, quelque part un trou de souris pour se faufiler juridiquement, pour essayer en effet de permettre d'envoyer des signaux à l'opinion, parce que c'est ce que veut faire, en tout cas, Bruno Retailleau. Ça, c'est une vraie question dans l'état actuel de notre droit. Oui, Benjamin, il y a une trentaine de lois depuis 40 ans sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ? Et pourquoi autant de lois ? Modifier quelques virgules et puis éventuellement dire, regardez, avec ce texte, nous avons réglé toutes les questions relatives à l'immigration, promis, juré, enfin pendant 6 mois, parce qu'ensuite il y aura une nouvelle loi immigration. C'est des signaux politiques. On envoie des signaux politiques pour expliquer qu'on ne néglige pas le sujet de l'immigration, qui est sensible dans l'électorat, notamment dans certains électorats, notamment dans celui de Marine Le Pen. Or, il faut donner des éléments à Marine Le Pen si vous voulez qu'elle puisse ne pas vous censurer. Marine Le Pen n'a pas intérêt aujourd'hui à faire tomber le gouvernement sur le budget, mais c'est compliqué pour elle, parce que quand même c'est un budget qui, a priori, fait pas plaisir à son électorat et elle incarne, en tout cas pour elle, la principale opposition. Et donc, ce faisant, elle a besoin d'éléments pour dire « je censure pas tout de suite parce que demain il y a une loi immigration ». J'attends de voir la tête de la loi immigration parce que, comme le disait Arnaud, un scénario le plus pessimiste pour le gouvernement, ça divise sa majorité, au point de le faire tomber. Adieu gouvernement sur une loi qui n'était pas vraiment nécessaire sur le fond, parce qu'elle changera 3 virgules. Soit on va au bout, auquel cas, eh bien, il y a un risque de censure qui est gigantesque, parce qu'on dit beaucoup, le Conseil a censuré sur la forme, sur la loi immigration. C'est vrai, sauf que vous le savez très bien, lorsque vous connaissez bien le Sénat, derrière, on a eu un référendum d'initiative partagée proposé par LR. Et donc, le Conseil a eu à connaître du fond des dispositions. Et sur le fond, il n'était pas d'accord avec un grand nombre. Donc, on n'aura peut-être pas 35 articles censurés cette fois-ci. N'empêche que vous avez des articles réellement de fond auxquels tient LR et sur lesquels appuiera le RN, eh bien, qui seront censurés. Que dira Marine Le Pen après ? Elle dira, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit, le problème... Oui. C'est pas la volonté du gouvernement, ils ont fait une loi très dure. Le problème, c'est la Constitution, c'est l'état de droit, etc. Donc je suis la seule alternative. Si vous voulez vous mettre une balle dans le pied, d'un point de vue politique, vous ne faites pas mieux. Donc aujourd'hui, on a la prévision d'un potentiel texte pour faire plaisir à Marine Le Pen. On verra s'il y a encore un gouvernement à la fin de l'hiver, si effectivement on a un texte. Juste, je vais faire évidemment réagir Arnaud sur l'aspect politique, juste pour bien comprendre, c'est-à-dire les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, elles ne peuvent pas être réintégrées dans une autre loi. Pour vous, en tout cas, ça ne passera pas forcément l'étape du Conseil constitutionnel. Vous pouvez toujours essayer de les réintégrer. En revanche, il est à peu près certain que le Conseil sera saisi. La gauche, que ce soit ici ou à l'Assemblée, saisira le Conseil. Ils trouveront les 60 députés ou 60 sénateurs. Et le Conseil aura à connaître du fond. Et sur tous les sujets qui sont les sujets notamment de
conditionnement des allocations, etc. Tout ça, c'est pas constitutionnel, il faut l'oublier. Alors, c'est bien ou pas bien. Ensuite, on peut dire, on va réviser la Constitution demain. Quand Bruno Retailleau dit, le problème, c'est l'état de droit ou l'état du droit, on a déjà eu ce débat. En fait, c'est ce qui pointe à Constitution constante, avancer sur les dossiers qui aujourd'hui sont prioritaires en matière d'immigration pour la droite et pour l'extrême droite, apparaît en effet très contraint. Et dernier point, quand bien même ce serait validé par le Conseil constitutionnel, c'est pas fini. Derrière, il y a la CEDH, qui n'annulera pas la disposition, mais peut écarter la loi, et auquel cas, vous avez un juge administratif qui n'appliquera pas votre loi. Imaginez l'effet déceptif sur l'électorat. Si vous voulez, Marine Le Pen a parfaitement compris quel était le caractère piégeant aujourd'hui de ce sujet de l'immigration pour l'actuel gouvernement. Je rappelle que lors de la déclaration de politique générale de Michel Barnier, lorsqu'elle lui a répondu, elle a fait de cette loi sur l'immigration, du dépôt de ce projet de loi sur l'immigration, une condition sine qua non implicite de sa neutralité, puisqu'elle a dit il nous faut une nouvelle loi sur l'immigration qui rétablisse les dispositions à minima qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, et qui plus est, il nous faut une nouvelle loi sur l'immigration dans le premier trimestre 2025. Donc finalement, là, elle a clairement explicité un champ de contraintes pour le gouvernement qui est important. Deuxième sujet, c'est que, si vous voulez, c'est d'autant plus piégeant, c'est que, comme l'a justement dit Benjamin, c'est que elle veut apporter la démonstration que ce gouvernement, dans l'état des rapports de force politiques actuels, n'a pas les moyens de mener une véritable politique en matière migratoire qui corresponde aux aspirations de l'opinion public, que le seul moyen, et c'est en tout cas le discours du Rassemblement national depuis maintenant plusieurs années, c'est de considérer qu'il faut modifier l'architecture constitutionnelle pour pouvoir reprendre la maîtrise de notre politique migratoire. Donc ce dossier, en effet, migratoire est extrêmement piégeant pour le gouvernement Michel Barnier. C'est aussi le discours des Républicains, c'est aussi le discours de Bruno Retailleau. Oui, mais c'est pas le discours de la partie. En quoi est-elle gagnante politiquement? Qu'est-ce qu'elle pourra, elle, faire de plus que Bruno Retailleau ne peut pas faire? Elle est gagnante politiquement parce que, si vous voulez, la structuration même de l'alliance, qui est l'alliance qui permet aujourd'hui au gouvernement Barnier de disposer de la plus forte minorité, pour reprendre les propos du Premier ministre, à l'Assemblée nationale, est dépendante bien évidemment de l'autre partie prenante, qui est la partie prenante macroniste. Et que les macronistes, vous l'avez très justement rappelé, sont plutôt opposés même au dépôt d'une nouvelle loi. Donc voilà, elle veut démontrer que finalement l'attelage qui est au pouvoir est un attelage qui, de ce point de vue-là, est tellement soumis à des contradictions qu'il n'est pas durable. Oui, et on se souvient que Bruno Retailleau avait même dénoncé le poids pris par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Et Benjamin, pour répondre à ce que vous disiez, pour eux, ils ne comprenaient pas la notion de cavalier législatif en disant on vote bien des mesures en lien avec l'immigration, c'est bien un texte immigration. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter à cet endroit ces mesures qu'on a votées? Notre légitimité en tant que parlementaire, elle est plus forte que celle d'un juge constitutionnel nommé par le président de la République. Et donc, il dénonçait aussi en janvier dernier cet état de fait. Oui, en effet, on peut discuter en effet de la vision extensive des cavaliers législatifs. Je me souviens vous avoir fait une démonstration à base de carottes et de fromage la dernière fois. Ça nous manquait. On va peut-être pas le refaire, mais malgré tout, je renvoie les Français allez-y, pour ceux qui n'ont pas eu l'épisode carottes-fromage. Alors en fait, si vous avez un article sur les carottes à l'origine dans votre loi, vous ne pouvez pas rajouter un article fromage. En revanche, si vous avez un article alimentation, vous pouvez rajouter à l'intérieur une disposition sur le fromage. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'origine. Donc, en effet, après, il y a une vision, et il faut le reconnaître, très extensive de la notion de cavalier dans la décision loi immigration, d'autant plus qu'on avait tenté de modérer la notion de cavalier dans la réforme constitutionnelle de 2008. Le Conseil n'en a pas eu grand-chose à faire. Donc, il y a des vrais sujets, et les parlementaires ne sont pas illégitimes à s'interroger, en effet, sur le cas de l'application des cavaliers. Mais encore une fois, sur le fond, cette fois-ci, la question ne se posera pas. Parce que le problème ne va pas être les cavaliers s'il y a une nouvelle loi immigration. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a eu des censures au fond sur ce fameux référendum d'initiative partagée. Donc là, ça va vraiment être des questions de droit et liberté. Et ça, sauf à modifier la Constitution, vous pouvez en réalité pas très changer. Qu'est-ce que cherche à acheter Michel Barnier avec ce projet de loi? Encore une fois, il cherche à acheter du temps. Il cherche à acheter du temps parce que Marine Le Pen va dire à son électorat il y a un projet de loi qui arrive, donc je ne censure pas avant de voir la taille du projet de loi parce que c'est important. Et une fois que le projet de loi est lancé, Marine Le Pen aura toutes les peines du monde à censurer un gouvernement alors qu'un tel projet de loi est sur le grille. Et donc jusqu'à ce que ce projet de loi soit adopté, soit rejeté
et in fine censuré, eh bien le gouvernement Barnier peut tenter de parier sur une forme de bienveillance du RN. Le projet en lui-même, il est très utilitaire. On dit un petit mot de l'aide médicale d'État, Oui. Quentin, vous en avez déjà dit un petit mot, mais l'aide médicale d'État, alors vous nous l'avez dit, ça divise au sein du gouvernement, notamment entre des positions de Bruno Retailleau et de Geneviève Darrieussecq, mais pour refaire un peu l'histoire, ça risque de compliquer aussi les relations avec les LR. Oui, parce qu'en fait, la réforme de l'AME, elle était dans le deal, dans le pacte passé à l'automne dernier entre Elisabeth Borne et la droite sénatoriale, parce qu'effectivement, c'était une des conditions posées par les Républicains pour aboutir, souvenez-vous, à un accord en commission mixte paritaire, lorsque les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, avaient voté chacun un texte qui devait se mettre d'accord sur une même version du projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Et fin septembre, le président du Sénat, Gérard Larcher, a affirmé que l'ex-première ministre Elisabeth Borne s'était bien engagée à transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire avec un panier de soins moins important à l'intérieur. Et il s'appuie pour cela sur une lettre de l'ancienne locataire de Matignon qui lui a adressée en décembre dernier au moment du texte immigration initialement. Et on a vu un tweet fin septembre d'Elisabeth Borne qui a démenti tout accord, et elle a même reposté également la lettre, on le voit, et elle a complètement démenti avoir topé un quelconque accord sur une réforme. Vous le voyez, non Gérard Larcher, je ne me suis jamais engagé à supprimer l'AME ou à la transformer en AMU. Le courrier 6 juin dit le contraire, c'est un dispositif utile et globalement maîtrisé, dit-elle fin septembre. Voilà. Tâche à venir là aussi sur cette réforme de l'aide. Il faudrait que je relise la lettre en l'occurrence, parce que j'ai plus tellement souvenir, mais j'ai souvenir en effet qu'il y avait eu un deal, comme vous le rappelez, Quentin, entre les LR et la majorité à l'époque pour justement permettre le vote des LR sur ce texte. La vérité, c'est qu'on voit bien ce que veulent faire les LR. En plus, si vous voulez, Madame Borne s'est considérée comme l'aile gauche de la Macronie. Si l'aile gauche valide le fait que, en l'occurrence, il faut revoir le dispositif de l'AME et le transformer en aide médicale d'urgence, d'une certaine manière, elle prend à revers l'ensemble du bloc central par sa gauche. C'est bien ça qu'il y a dans cette, dans ce coup tactique ou ce coup politique du président du Sénat et des LR. Mais encore une fois, si vous voulez, là aussi, on est sur un sujet, d'abord un sujet aussi constitutionnel, puisqu'il me semble que là, en l'occurrence, plus ou moins, Pour l'instant, on pense que ça peut passer. Ça peut passer. Bon, alors déjà. En tout cas, on n'a rien qui nous dit que voilà. Si le verrou constitutionnel peut être, quelque part déverrouillé, bon, pour le coup, là, il n'y a pas ce problème-là, mais en tout cas, il y a un vrai problème politique parce que, encore une fois, on est véritablement au cœur, si vous voulez, des difficultés de cette alliance ou sur la question de la question migratoire. En effet, les clivages, vous l'avez dit, entre la droite et la gauche réapparaissent. Clairement. Mais il faut comprendre la position d'Elisabeth Borne et d'une partie des macronistes. Vous avez des députés qui ont été élus comment? Ils ont été élus grâce à un report de voix de la gauche contre le RN. Oui. Et leur gouvernement actuellement s'appuie sans participation sur un Rassemblement national qui ne censure pas, avec des mesures qui doivent lui faire plaisir pour ne pas qu'il le censure. C'est très très compliqué parce que si vous imaginez une dissolution dans 7 ou 8 mois, ça fait quoi? Ça fait vraiment que vos électeurs de gauche vont faire barrage républicain pour ne pas vous faire tomber contre le candidat du Rassemblement national. C'est complexe. Donc pour Elisabeth Borne, comme pour les macronistes, il s'agit de se distinguer, de Michel Barnier, en disant ce gouvernement, c'est pas tout à fait nous. Donc vous expliquez pourquoi on se roule en boule en disant vraiment Michel Barnier n'est pas un bon Premier ministre. On ne le censure pas, mais quand même. Et de l'autre côté, eh bien pourquoi sur des sujets qui sont très inscrits dans le clivage droite-gauche, notamment là-dessus, il s'agit d'être extrêmement audible et de montrer une différence et avec le RN et avec le LR. Ils soutiennent tous le même gouvernement, mais ils demeurent en vue de ce qui peut se passer potentiellement dans 6 ou 8 mois, eh bien fondamentalement et nécessairement concurrents. D'autant, on va en dire un petit mot, que cette volonté de faire une nouvelle loi immigration, elle s'inscrit aussi dans un cadre européen. Hier, il y avait un sommet européen des 27 dirigeants sur le durcissement. Il a été discuté le durcissement de la politique migratoire et les 27 se sont dit favorables à une nouvelle loi pour accélérer les expulsions de migrants illégaux. Est-ce qu'on va généralement vers un durcissement de la politique migratoire dans toute l'Union européenne? Vraisemblablement, pour une raison simple, c'est que vous avez le poids des opinions publiques et des résultats électoraux qui montrent une poussée
poussée de ce que l'on appelle les forces politiques populistes dans nombre d'États membres de l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, l'Union européenne ne peut pas rester, j'allais dire, inactive par rapport à cette pression des opinions publiques et de cette pression électorale, ce qui explique vraisemblablement, au moins en tout cas dans le discours, on le voit bien, un infléchissement très net de la part des principaux responsables des institutions européennes quant à cette question migratoire. Oui, le phénomène, il est électoral. Une AfD à 30%, voilà. Un FPE à 30%, Mélanie au pouvoir, une extrême droite néerlandaise qui se rapproche du gouvernement, etc. Vox qui monte également en Espagne. Tout ça fait que nécessairement, soit les partis d'extrême droite rentrent dans des configurations d'alliance, soit ils menacent tellement les partis qui dominent le champ politique que ces partis sont contraints de tenter de donner des gages à cet électorat. C'est le cas notamment en Allemagne. Donc pour cette raison-là, l'Union européenne, ça reste une organisation internationale, vous savez. C'est-à-dire qu'on a une vision, etc. Mais en réalité, ceux qui a vraiment le pouvoir en Europe, c'est le Conseil européen, qui s'est réuni hier, le Conseil, c'est-à-dire les ministres qui délibèrent sur les différentes politiques en lien avec le Parlement européen, et la Commission, qui elle-même est prise en étau entre le Conseil européen et ce fameux Conseil. Donc quand les États disent maintenant il va falloir durcir la politique migratoire parce que électoralement j'ai un problème chez moi, eh bien nécessairement l'Union européenne, bon gré mal gré, est contrainte de suivre. Parce que c'est une question aussi qui a été posée, qu'est-ce qui dépend un peu de la politique nationale et de la politique européenne en matière migratoire? Est-ce que la France peut durcir sa politique migratoire de son côté si l'Union européenne ne suit pas? Il y a deux grands poumons, je dirais, dans la politique européenne qui peut échapper totalement au niveau national, sauf clause de réserve. C'est d'un côté tout ce qui va relever de la libre circulation, donc espace Schengen, etc. Ce qui implique soit de penser la question des frontières inter-européennes, ce que fait l'Allemagne quand elle rétablit des frontières internes, mais ça signifie que vous rentrez dans des clauses qui sont des clauses d'exception. Temporairement, eh bien, je rétablis des frontières internes. Et ensuite, si vous ne le faites pas, c'est les frontières externes de l'Union. La politique concernant ces frontières externes implique de réfléchir sur Frontex, sur les accords avec les pays tiers, etc. De l'autre côté, c'est tout ce qui relève de la politique d'asile. Et la politique d'asile, ça a été la pomme de discorde pendant plusieurs années, étant donné que les demandeurs d'asile, ils n'arrivent pas directement en Lettonie, si vous voulez. Enfin, c'est rare. En règle générale, ils viennent plutôt, ou au Danemark, ils viennent plutôt par l'Italie, par la route des Balkans, par l'Espagne. Et donc la question, c'est, si vous avez une politique commune, quelle est ensuite la répartition et quel est l'État qui, le recevant, peut avoir un regard plus ou moins amène vis-à-vis de ce droit d'asile, parce qu'évidemment, s'il dit oui, ensuite c'est toute l'Union qui est concernée. Donc c'est vraiment là-dessus que peuvent se mettre en place les négociations, et évidemment pour les États, ça réduit fortement leur capacité d'agir, sauf à activer les clauses de sauvegarde, et donc in fine à se mettre en retrait d'une partie des traités européens, au moins temporairement. Arnaud. On voit bien que cette question migratoire, c'est une question qui, d'abord, peut diviser les États membres de l'Union européenne. Alors un peu moins d'ailleurs manifestement, puisqu'on voit en effet, par exemple, l'Allemagne est en train de largement changer son logiciel. La vérité, c'est que, si vous voulez, l'un des sujets aussi, c'est la réforme de l'espace Schengen. On a un certain nombre de voix qui aujourd'hui demandent une réforme de l'espace Schengen, c'est-à-dire, en d'autres termes, on accepte le principe de la libre circulation à l'intérieur de l'espace européen, mais uniquement pour les citoyens européens, et on rétablit finalement la frontière pour les citoyens extra-européens. Ça sera vraisemblablement l'un des objets des discussions à venir, si ce n'est dans les mois, mais dans les années à venir, en l'occurrence sur cette question de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. On va pas terminer puisque c'est l'heure de notre reportage du vendredi. Vous savez, le vendredi, veille de week-end, on va soit voir les joyaux de notre patrimoine, soit vous donner des idées de sortie. C'est le cas aujourd'hui. Flora Sauvage nous fait découvrir la nouvelle expo de la Fondation Louis Vuitton, réunissant plus de 150 œuvres. L'exposition Pop Forever retrace jusqu'au 24 février l'histoire du pop art, ce mouvement incontournable de la pop culture américaine, né dans les années 60 en Grande-Bretagne et aux États-Unis autour d'un artiste encore méconnu, Tom Wesselmann. Parce que le pop art ne se résume pas à Andy Warhol, la Fondation Louis Vuitton met un coup de projecteur sur Tom Wesselmann. Artiste méconnu et figure de proue du mouvement né dans les années 60, cet Américain a toujours réfuté son appartenance au pop art. Ses œuvres regorgent pourtant d'objets du quotidien, auxquels s'ajoute une certaine conception de la beauté et du bonheur de vivre. Ce que nous voulons réaliser avec cette exposition, c'est montrer une approche différente du pop art.
Mais nous avons aussi souhaité faire un focus sur l'œuvre de Tom Wesselmann. Son travail ressemble à celui de l'araignée qui tisse sa toile. Il est un peu partout en même temps, il s'appuie sur les icônes, mais il travaille aussi sur la question de la réutilisation, dans le sens où il utilise des comics pour les réemployer, mais aussi des publicités ou encore des affiches. À travers des collages, des peintures et des œuvres monumentales, Tom Wesselmann joue avec notre perception du réel. Wesselmann, c'est toute une société qu'il va représenter, sans distance critique, mais avec quand même ce qu'il caractérise parmi les autres, avec une distance ironique. Il y a en permanence quelque chose d'un peu critique, amusé. Outre les œuvres de Tom Wesselmann, l'exposition rassemble une trentaine d'artistes à la sensibilité pop. Mort en 2004, l'Américain continue d'inspirer des artistes contemporains. J'ai été très influencé par son travail. Je me suis donc inspiré de son univers pour créer ces 3 peintures. Les 3 œuvres exposées ici parlent de l'identité culturelle, de l'endroit où l'on vit, de comment on vit. J'ai tenté de capturer un certain nombre d'influences historiques et culturelles à travers le monde, que cela vienne des traditions anciennes japonaises, de la peinture de la Renaissance italienne, jusqu'à la société de consommation américaine, car je vis à New York. La rétrospective consacrée à Tom Wesselmann et ses disciples rassemble près de 150 œuvres, un panorama captivant du mouvement pop art, visible jusqu'au 24 février à la Fondation Vuitton à Paris. Et voilà pour cette idée de sortie. La semaine prochaine, on ira cueillir les champignons. Oh. Je vous le dis, voilà. Est-ce qu'il y aura une dégustation? On va... pas forcément, c'est un peu tôt. On va regarder ce qu'elle a une de vos quotidiens régionaux. Surtout le fromage. Et Quentin, évidemment, on commence cette revue de presse régionale avec les intempéries qui ont touché une grande partie du pays hier. Oui, effectivement, beaucoup de journaux en parlent ce matin avec ce mot. Par exemple, à la une du journal de Saône-et-Loire, apocalyptique. Le Progrès à Lyon qui titre, lui, sur la désolation, des mots très forts. Même le Pays Basque a les pieds dans l'eau, nous raconte Sud-Ouest ce matin. Dans la montagne, on lit que les inondations sont la conséquence d'un épisode Cévenol qui a fortement touché toute la zone frontalière, en particulier entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Alors la pluie a faibli en intensité hier, en début de nuit, nous raconte le journal. Cela va se calmer très nettement et la décrue va se poursuivre partout. C'est ce qu'explique un météorologue cité dans la montagne ce matin. Autre sujet, c'est la mort d'un cycliste de 27 ans à Paris qui fait aussi la une de la presse régionale. Oui, mais pas à Paris pour justement illustrer ce malaise qui touche en fait beaucoup de métropoles en France. Dans Ouest France, des cyclistes disent leur peur. Même idée à la une de la Voix du Nord. Donc c'est vraiment pas un sujet que parisien. On comprend, l'émotion est toujours vive pour les cyclistes parce que les chiffres aussi sont inquiétants. La mortalité à vélo sur les 12 derniers mois, elle est en hausse. 240 cyclistes tués, c'est plus 10% par rapport aux 12 mois précédents. Annie Genevard, la nouvelle ministre de l'Agriculture, était dans les Pyrénées-Orientales hier. Voilà, mais la ministre n'a pas calmé la colère, titre l'Indépendant ce matin. Annie Genevard, qui a pris hier le pouls de l'agriculture catalane, plombée par la sécheresse. Mais on lit dans le journal aucune annonce, aucune promesse. C'est ce qui fait dire au patron des jeunes agriculteurs qu'il est dégoûté. C'est toujours pareil, une visite touristique sans aucune annonce. On nous a répondu qu'il n'y avait plus d'argent. Nous sommes condamnés, dit-il, des mots très forts à lire dans l'Indépendant ce matin. Et une question pour vous en plateau, on voit énormément de sujets, à la fois sanitaires pour l'élevage, aussi la viticulture qui est en crise, et on attend toujours des nouveaux arbitrages, alors que le précédent projet de loi agriculture n'est toujours pas voté par les deux chambres. C'est un des sujets les plus explosifs du moment, Benjamin. C'est l'un des sujets les plus explosifs du moment, parce que vous avez une profession qui est sinistrée, qui vous avez fait des promesses. Les promesses, vous les avez oubliées, parce que dissolution et disparition en même temps que l'Assemblée du projet de loi qu'elle devait porter. Et ensuite, le problème, il est évidemment essentiellement aujourd'hui financier, et il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, dans cette situation-là, par ailleurs, les relais qu'on avait à la Commission européenne et le poids de la France au niveau européen, avec des politiques européennes communes, évidemment, qui sont extrêmement importantes en la matière, aujourd'hui est réduit à peau de chagrin. Donc, vous avez un gouvernement qui n'a pas vraiment les moyens de calmer la colère, et une colère qui n'a pas baissé, bien au contraire. C'est un sujet totalement explosif. On danse sur un volcan. Vous savez, il y a des départements, je pense le département du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest, où vous avez 30% des exploitations qui sont en dépôt de bilan.
30% des exploitations qui sont en dépôt de bilan. C'est l'un des points les plus chauds l'hiver dernier, on s'en souvient. Ça va être considérable, oui, parce que c'est un point extrêmement important, parce que c'est la coordination rurale dans le Sud-Ouest qui est dominante. Et n'oubliez pas, en plus, il y a au-delà de la difficulté financière, sociale des exploitations, c'est qu'en plus vous avez des élections aux chambres d'agriculture l'année prochaine. Donc aucun des syndicats n'a intérêt, compte tenu de la situation sociale, à lâcher quoi que ce soit face au gouvernement et quel que soit le gouvernement. Allez, on termine quand même avec une info plus légère, c'est vendredi. C'est ça, en attendant les marchés de Noël, on va parler foire du trône. Benjamin, il attend. Hein. Bah oui, franchement, je suis déçu. Hein. Vous me décevez, Quentin. Dès aujourd'hui, à la foire Saint-Romain, c'est à Rouen, avec 200 attractions foraines. On parle de la plus grande fête foraine de France après la foire du trône. Et donc, ça commence ce week-end. Il y a la pression pour vendredi prochain. Il Même faut du marché de Noël. Merci Quentin. Merci beaucoup, Benjamin. On revoit votre livre, l'histoire du Parlement et la revue politique et parlementaire. Oui, notre 130e anniversaire cette année, et avec un numéro spécial, un numéro anniversaire où nous avons repris une cinquantaine de textes avec des auteurs célèbres, Aron, De Gaulle, Hannah Arendt, qui ont publié Mitterrand dans les années 60, Mitterrand, Monerville, etc., etc. Voilà. Tu fais plus jeune. Un numéro collector, comme on dit. Voilà. Merci Arnaud, merci. Et on résiste au temps. Mais merci Quentin.